Bonjour chers amis. Alors, excusez-moi, j'ai encore un peu la crème. Choper la crème en plein été, c'est n'importe quoi. Ça, je suis d'accord avec vous. On va enlever ces lorgnons là. D'ailleurs, l'album d'Ange dont je parlais l'autre jour, qui parle de lorgnons, c'est l'album Vue d'un chien qui est sorti en 1980. Excellent album d'Ange, un groupe progressif rock français, exceptionnel, à la carrière exceptionnelle. Je vous recommande vivement leur discographie et d'ailleurs leur prochain album sortira cette année 2025 vers l'automne. Et oui, et nous sommes donc sur l'épisode 9, c'est-à-dire l'avant-dernier épisode de cet invraisemblable et iconoclaste festival du NIF. Aujourd'hui, le 12 juillet 2025, c'est samedi, je vous parle des films de vendredi, donc hier, 11 juillet. Et nous avons eu comme... Alors, l'ironie, l'histoire est toujours ironique, la vie est toujours très ironique. Et je vous disais hier combien je fustige les films cannois. Eh bien, nous avons eu une surprise cannoise de taille. Je vais y revenir. L'exception qui confirme la règle. Mais nous avions d'abord un film argentin de Christian Tapia Marchiori. Un film qui s'appelle Gatillero. Et c'est l'histoire d'un repris de justice qui sort de prison. Et nous sommes dans la banlieue argentine avec des gangs qui s'affrontent très rudement. Donc nous sommes dans l'ultra-violence. Et ce Gatillero sort de prison et se fait naïvement embaucher dans un traquenard de lutte entre gangs rivaux. Ça flingue à tout va, les flics sont corrompus, n'interviennent pas. L'ultra-violence règne, tout le monde se flingue, ces jeunes gens, jeunes hommes et jeunes gens, et même une femme, se flinguent à tout va. Bienvenue en Amérique latine. Donc, dans ce chaos absolu où les marionnettes des dealers et des chefs de dealers sont envoyés comme chair à canon, leaders qui eux-mêmes peuvent se faire descendre et assassiner à tout moment. C'est ce qui arrive dans le film d'ailleurs. Il y a la marraine qui est soi-disant une cheftaine de gang se fait descendre par Gatillero justement. Donc, comme je le disais l'année dernière avec un film similaire mexicain, ce genre de film n'a pas sa place au NIF, car il n'y a aucun rapport avec le fantastique, ni l'horreur, sauf à considérer cette horreur au sens littéral du terme. Alors dans ce cas, oui, mais c'est très tiré par les cheveux, parce que, voilà... Donc ces gangs se battent pour des quartiers ruinés et à l'abandon où ne subsiste plus aucune activité, augmentant le côté absurde de ce jeu de massacre pendant 1h20 de film ou 1h15. Donc 2 sur 6. Ah, il y a des petites bestioles. 2 sur 6 insuffisant pour ce film. Le seul truc bien dans ce film, c'est la réalisation qui est bonne. Effectivement, le réalisateur
a très bien mis en valeur les quartiers et il les rend presque esthétiques, façon de parler, avec des graffitis partout. Enfin, vous voyez, c'est pas les beaux quartiers chantés par Gilbert Bécaud, hein. Et il y a une musique aussi qui ressemble à la Collegiala, donc la face B de la Collegiala. C'était, vous vous rappelez cette pub sur le café quand j'étais gamin dans les années 80. Et la face B, c'était la Subienda. Et il y a un morceau dans ce film qui rappelle la Subienda, qui est un vrai petit chef-d'œuvre de ce genre de musique latine. Et c'est rarissime des musiques latino-américaines excellentes. Il faut vraiment remonter entre les années 50 et 80 avec des artistes comme Pablo Milanés, Silvio Rodriguez, Los Machucambos, qui était un groupe argentin, je crois. Voilà, des artistes comme ça pour avoir de la musique latine de grande qualité. Et ça, c'est évidemment noyé dans le ragaton, dans des choses, du rap ragaton, ou l'un ou l'autre, ou les deux mélangés, enfin des choses infâmes depuis des décennies. Donc voilà, si vous voulez avoir de la bonne musique latino-américaine, il faut aller dans les artistes que je vous ai cités. Ensuite, nous avions une rétrospective de Saverio Constanzo, un réalisateur italien, qui nous a fait un film qui s'appelle Hungry Hearts. Et ça nous raconte l'histoire de Jude, un Américain, et Mina, une Italienne, qui se rencontrent dans des toilettes d'un restaurant chinois. Donc le début, c'est assez rigolo. Ils se marient, ils font un enfant, et là, Mina commence à manifester des idées et comportements qui menacent la vie du bébé. Donc, par exemple, elle ne veut pas qu'il soit exposé à la lumière du soleil, pas de viande et autres traitements très douteux à base d'huiles essentielles. Donc Jude, le père de l'enfant, interprété par Adam Driver, va se trouver confronté à un problème intime aigu. Problème des intermédiaires, puisque quand vous vivez un drame comme ça intime, personne n'est là pour voir et mesurer la détresse de l'un ou l'autre des protagonistes. Donc, problème des intermédiaires, très lent, inefficace, incrédulité. Qui dit la vérité ou sa vérité? Donc, les intermédiaires, je parle des avocats, des médecins, des services sociaux, des psychologues, des services de la protection de l'enfance. Là, vous avez une grande batterie de gens qui vont être très soupçonneux, peu convaincus, qui ne peuvent pas s'imaginer qu'une mère puisse avoir des comportements délétères pour son enfant. Et je vous renvoie d'ailleurs à ce propos au syndrome de Munchausen, qui a été découvert il y a peu d'années et qui montre des jeunes mères qui battent leur bébé, et des fois ça va très très loin dans des actes de torture infâmes. Et ça a été découvert notamment, il y a eu des vidéos par des médecins qui soupçonnaient, et en se disant mais non, c'est pas possible, parce que ça paraît tellement au-delà de tout ce qui est imaginable pour l'être humain lambda. Donc ils ont mis des fois ces mères de famille avec leur bébé dans une chambre sous prétexte d'attendre ou de soins. Et elles ont été filmées à leur insu. Et là on a vu que certaines d'entre elles commençaient à infliger des souffrances extrêmes à leur bébé. Donc ce syndrome a été analysé pour connaître, essayer de comprendre, comme toujours quand il y a des actes qui sont, disons, très contraires à la morale et au bien-être commun. On essaye de creuser qu'est-ce qu'il y a derrière, et ça c'est assez difficile. Donc sans aller dans cette extrémité, la Mina a des comportements qui, selon le point de vue du mari, portent atteinte à l'intégrité et à la santé du bébé.
Donc il y a une bagarre chez la mère de Jude, donc la grand-mère. Et Mina va se cogner la tête, comme Jude lui prend le bébé assez rudement à un moment donné. Et elle va porter plainte, la police va débarquer, le service de la protection de l'enfance. Donc là, on comprend que Jude ne reverra plus jamais son enfant. La parole de la mère, qui est interprétée d'ailleurs par Alba Rohrwacher, une très belle actrice, blonde vénitienne, vraiment très très charmante. Donc cette parole de la mère de l'enfant est en général sacralisée. D'où le côté très vicelard quand il y a des cas où il y a une maltraitance côté mère. Donc la mère de Jude la grand-mère du petit, donc va tuer Mina. Et donc mécaniquement la garde de l'enfant va revenir au père, mais à quel prix? L'enfant est privé de sa mère. Et la grand-mère, du coup, elle va passer son temps de longues années en prison. Donc, j'adresse un message aux personnes qui utilisent trop les intermédiaires. Donc, je le redis, avocats, justice, services sociaux, service de la protection de l'enfance, médecins et j'en passe, et la police. Et notamment, je m'adresse aux dames qui auraient ce réflexe-là quand ça ne va plus dans le couple, d'éloigner l'enfant du père. Parfois, un père qui se sent trop floué, trop mis dans une unique position de porte-monnaie, peut en venir à tout détruire. Il y a eu des cas comme ça, et même à tuer l'enfant. C'est arrivé. Donc faites attention. Ensuite, nous avions donc la grosse surprise, inespérée, inattendue, tellement cette édition 2025 est très fadasse. Alors heureusement, il y a le lac, le soleil, voilà, chaque année je vous le dis, ce lieu paradisiaque qu'est Neuchâtel. Pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas encore visité, eh bien, je vous invite à visiter cette ville superbe. Et nous avions donc Opus, enfin un deuxième 6/6 après Gibier d'Abel Ferry. Donc tout vient à point à qui sait attendre. Un film de Cannes. Donc pour une fois, une excellentissime exception, très original film qui finit en apothéose. Et ça nous raconte l'histoire d'une ancienne grosse vedette de la variété pop-rock, interprétée par l'excellent John Malkovich, qui convie divers journalistes, photographes, influenceurs, 6 ou 7 personnes, dont la jeune débutante journaliste black Ariel Ecton, interprétée par la très belle Ayo, A-Y-O, Edebiri, E-D-E-B-I-R-I. Elle ressemble à Palmgir, si je prononce bien. Et donc, notre jeune journaliste en herbe, est tout excité d'être invité et convié pour célébrer et découvrir ce nouvel album de ce chanteur qui s'appelle Alfred Moretti dans le film, donc John Malkovich, après 30 ans d'absence. Donc ils vont être conviés, ces 5-6 personnes, dans un endroit reclus dans le désert américain et tombés dans une sorte de secte délétère. Où donc le Alfred Moretti, John Malkovich, incarne un personnage fantasque, un gourou. Et donc tous ces adeptes sont grimés en bleu. Enfin, il y a du bleu partout sur les couvertures, partout, sur les nappes de la table. Et ils vont tomber dans un traquenard très vicelard. Donc ils sont surveillés dans leur chambre par des caméras. Il y a un membre de la secte qui les suit continuellement. Donc notre jeune et belle journaliste Ariel Ecton, c'est comme ça qu'elle s'appelle dans le film, va vite trouver cela très louche et enquêter. Et ce traquenard, c'est simplement, entre guillemets, que notre super chanteur Alfred Moretti, même des décennies après,
a essuyé quelques critiques, ou tout récemment, a essuyé des critiques de l'un ou l'autre des protagonistes. Et il en est tellement touché parce que ces gens qui sont hyper narcissiques, certains d'entre eux, et qui fédèrent des gens autour d'eux dans un mouvement sectaire, peuvent être très paradoxalement très fragiles narcissiquement. Bon, là en tout cas c'est le cas et c'est un parti pris très intéressant et original de ce film. Donc ce personnage hyper narcissique s'est senti atteint dans sa chair et dans son estime, donc il va se venger de chacun des protagonistes dans des manières assez originales. Alors par exemple, on a une journaliste asiatique très belle, Emily Katz dans le film, et c'est la très belle Stéphanie Suganami, américaine. Donc on va lui faire absorber des cacahuètes et elle est très allergique, donc son visage va gonfler, et puis après on la retrouve dans un sac qui est un énorme pouf où justement la journaliste Ariel s'assoit dessus, puis tout d'un coup elle sort, puis le visage est complètement boursouflé. Enfin il y a des choses assez étonnantes, il y en a un qui reçoit une flèche aussi. Donc un immense traquenard, et notre jeune journaliste Ariel, elle va vite trouver ça très louche et essayer d'enquêter, et elle va subir l'oppression du groupe. Et elle va tenter de s'échapper plusieurs fois. Et elle va s'en prendre plein la tête, non sans mal. Elle va y parvenir une fois, non sans mal, grâce à la complicité d'une jeune femme qui la prend sous son aile, en quelque sorte, par affection. Et donc notre Ariel, elle va s'échapper. Elle va écrire un livre sur cette mésaventure extraordinaire, devenir célèbre, enchaîner les interviews, pour se rendre compte, dans une ultime interview accordée par Moretti, donc le chanteur, le gourou, dans sa prison. Donc elle accepte de faire cette interview, que grâce à elle et à son livre et à ses interviews sans fin, elle fait la promotion du mouvement sectaire qui était donc managé, dirigé par le gourou. Et c'est une ultime pirouette dans le film absolument géniale, qui porte le film vraiment à une dimension excellente. Donc un beau 6/6, c'est génial, vraiment. Un beau 6/6 bien mérité. Et donc, comme je le disais, seulement le deuxième film, je ferai une petite rétrospective dans ma vidéo de demain, dans mon fief, puisque je dois retourner demain, malheureusement. Toutes les belles choses ont une fin. Et donc dans ma dernière vidéo de demain pour les films d'aujourd'hui, parce qu'il y a encore 4 films en ce samedi, je ferai une rétrospective, un petit résumé de mon très subjectif et personnel palmarès. Donc c'est le deuxième 6/6 après Gibier d'Abel Ferry, que je vous recommande vivement, une vraie tuerie ce film extraordinaire. Et pour finir, nous avions un film japonais de Yuta Shimotsu qui s'appelle New Group, et qui nous raconte l'histoire d'un collège japonais avec des jeunes gens. Ce qui, entre parenthèses, je le redis régulièrement, nous permet d'admirer d'innombrables très belles jeunes femmes, jeunes filles japonaises. Donc je vous ai dit, c'est pour moi l'ethnie, la race la plus belle sur Terre. Parce qu'ils ils sont très beaux. Ils sortent d'une autre planète presque, tellement ils ont une beauté un peu irréelle comme ça, surtout les demoiselles. Donc le réalisateur s'en donne à cœur joie, et le film est presque secondaire et sans grand intérêt. Le seul intérêt du film, c'est ça, c'est d'admirer ces beautés japonaises. Moi, je vous le dis comme je le pense. Voilà. Alors, ça nous parle de ce collège japonais, et avec l'éternelle thématique de la dualité, de la confrontation entre le groupe et l'individualité.
Donc ça, c'est une thématique récurrente dans l'histoire, notamment cinématographique et télévisuelle. Et je vous renvoie une fois de plus à Patrick McGowan et aux Prisonniers, qui demeure la référence incontournable sur ce sujet. Donc l'aliénation que provoque le groupe, son oppression, à obéir aux injonctions quelles qu'elles soient. Donc bien entendu, comme toujours, sans tomber sur des extrêmes, la marginalité totale, on rejette tout le monde, ou bien l'aliénation totale dans un groupe, comme par exemple dans une secte du précédent film, Opus. Donc trouver un équilibre là-dedans entre ce qui apporte quelque chose à vivre en groupe, et après il y a aussi l'histoire de la taille du groupe, quelques amis ou plus, ou par extension une société, la société dans laquelle on vit. Alors évidemment il faut des règles, parce que sinon c'est l'Amérique latine, où tout le monde se flingue, et donc ça n'a évidemment aucun intérêt non plus, ça n'apporte aucun contentement. Donc c'est toutes ces thématiques qu'on retrouve dans ce film New Group, mais d'une manière très 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 ridicule, avec des jeunes gens qui, sous l'appel d'un sifflet, du prof de gym, commencent à faire des figures acrobatiques. Le film parle de figures acrobatiques. Alors je vous dis pas, c'est très... Il n'y a pas le niveau, quoi. Alors c'est un petit peu amusant pendant quelques minutes, mais sur 1h30 de film, ça devient très très lourdingue. Donc il y a là-dedans, bien sûr, comme toujours, quelques individus qui vont essayer de se démarquer, résister à cette pression de faire des figures. Alors on comprend bien que le réalisateur Yuta Shimotsu veut dénoncer, mais bon, beaucoup de gens l'ont précédé dans ce domaine avant lui, en faisant 100 fois mieux. Alors bon. Donc voilà. Donc les protagonistes qui résistent, il va leur arriver des mésaventures. Certains vont succomber au groupe, d'autres vont continuer de résister. Donc voilà, 2 sur 6, insuffisant. Ça ne vaut pas plus. Voilà, dernière vidéo demain. Merci infiniment.